On va écouter pour finir Clément Thibault, qui est directeur d'études à l'EHESS, avec une chaire intitulée Politique et société de l'Amérique latine, un tiers moment républicain entre empire et nation, 1750-1900. Donc maintenant, après avoir voyagé à l'intérieur de l'Europe, on va aller en Amérique latine dans une perspective atlantique. Clément s'intéresse particulièrement aux indépendances hispano-américaines, au républicanisme et aux circulations d'idées et de personnes qui lui sont liées entre Europe et Amérique hispanique tout au long du XIXe siècle. Dans une perspective d'histoire sociale et culturelle du politique à l'échelle océanique et globale, il s'attache à décrire l'inscription du monde ibéro-américain dans un âge des révolutions atlantiques débordant les cadres impériaux espagnols ou portugais, comme on peut l'apprécier dans le dernier livre qu'il a co-dirigé paru l'an dernier, intitulé « L'Amérique latine embrasée, 2 siècles de révolution et de contre-révolution ». Merci. Merci beaucoup, Gabriela, et merci beaucoup aux organisateurs, aux organisatrices de m'avoir invité, sachant que je n'allais pas parler du XVIIIe siècle, je n'allais pas beaucoup parler de Lumière. Je vais m'efforcer de parler des médias, mais je n'en suis pas un spécialiste. En plus, je parle en dernier, et puis j'ai perdu mes lunettes à foyer progressif, et donc ça va être très compliqué pour moi. Alors, quand les organisateurs du colloque m'ont proposé ce sujet, évidemment, ça m'a fait penser à une thématique ou un fait, de fait, qui est très présent dans l'historiographie latino-américaniste du XIXe siècle, et notamment de la période des indépendances, 1810-1830, c'est le fait qu'en 1810, il y a véritablement une sorte de rupture très, très profonde, totale dans le champ médiatique, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des dizaines de journaux, on voit apparaître et circuler des milliers de feuilles, de tracts, d'affiches qui sont collées. Il y a véritablement une sorte d'ouverture d'un espace public politique et imprimé, torrentiel, pour utiliser le mot d'un ouvrage très connu, Modernité et indépendance, écrit en 1992 sur ce sujet. Et donc la question précisément, c'est d'interroger la dimension médiatique de cette révolution de l'imprimé qui accompagne une autre révolution qui est celle des indépendances latino-américaines. Révolution d'autant plus forte qu'elle contraste avec ce que vient de présenter mon prédécesseur, qui est que dans le cadre hispanique, et notamment dans le cadre colonial hispanique, de l'Amérique hispanique, il y a des contraintes très fortes dans la publication. La présence de l'Inquisition, de l'index, une censure des livres avec un juge de l'imprimerie ou des juges de l'imprimerie qui sont présents aussi dans les espaces coloniaux et qui veillent précisément, on va dire, à une certaine clôture d'une publicité catholique et royale, d'autant plus que les étrangers sont interdits sur ces territoires, et donc que l'expression publique, avant 1810, avant les révolutions et avant la liberté de la presse, est extrêmement contrainte. Alors, à partir de là, évidemment, 3 caveats vont s'imposer. Le premier, c'est de rappeler, on va dire, le contexte social et politique de ces espaces. Alors moi, je vais plutôt développer l'espace du nord de l'Amérique latine, qui correspond aujourd'hui à la Colombie, au Venezuela, à l'Équateur et au Panama, que j'ai étudié dans un ouvrage qui s'appelle « Libérer le Nouveau Monde ». Mais je vais essayer d'élargir un petit peu la focale à l'Amérique du Sud et peut-être parfois au Mexique, si je le peux. Il s'agit, cette révolution médiatique va effectivement construire de nouveaux collectifs modernes, des publics composés d'individus qui vont lire, qui vont réfléchir. Et cette création, évidemment, elle va résonner, elle va entrer en dialogue avec la grande nouveauté de l'époque, qui est précisément l'établissement de constitutions libérales qui sont fondées sur la souveraineté populaire, et donc sur l'idée de la citoyenneté, une citoyenneté justement qui postule l'idée d'individu. Et ça, c'était une des entrées de l'historiographie latino-américaniste, finalement, comment l'individu, à la fois comme figure abstraite,
mais aussi comme une figure qui est présente peut-être dans ses pratiques de lecture et de sociabilité, va s'immiscer au sein d'une société ou de sociétés qui lui sont particulièrement hostiles. Puisque, alors là j'utilise des catégories extrêmement massives et je m'en excuse, ce sont à la fois des sociétés d'ancien régime, qu'on pourrait décrire comme des sociétés corporatives, où la dimension des corporations territoriales, des cités, à partir desquelles s'est organisée la colonisation espagnole, est extrêmement présente, et tout au long aussi du XIXe siècle, à l'époque républicaine. Ces cités, ces municipalités, qui sont tenues souvent par des aristocraties locales, sont une émotion communautaire du social qui sont extrêmement fortes. Et puis, la société se décline en différents corps et corporations. Et ces corps et corporations incluent également la dimension, on va dire, plus proprement coloniale, puisque les Indiens constituent une corporation, la République des Indiens, les Blancs constituent une autre corporation, la République des Espagnols. Et c'est aussi une société coloniale qui est complexe dans la mesure où elle ne correspond pas au modèle des îles à sucre, on va dire, françaises et britanniques. Il y a 3 siècles de colonisation, un métissage qui est souvent très, très important. Et de fait, la description corporative traditionnelle ne suffit pas à décrire ces sociétés qui sont aussi segmentées selon un concept qui apparaît dans les années 1780 et qui est beaucoup utilisé dans l'espace que j'étudie, le Venezuela et la Colombie, qui est le concept de classe, qui est sans doute emprunté à la physiocratie, et qui est rapporté dans ce contexte-là à des classes de couleurs. Les classes de couleurs, les classes des blancs, les classes des pardos, c'est-à-dire des afrodescendants de peau relativement claire, morenos un peu plus foncés, negros un peu plus sombres de peau, un peu plus noirs de peau, et aussi les indios qui constituent une classe dans une vision qui est plus conflictuelle du social. Et ça, cette description émerge et apparaît dans l'espace à ce moment-là. Et cette révolution médiatique, évidemment, si elle a lieu, elle se déroule dans une chronologie aussi qui voit se transformer cette société, on va dire, de corps et de classes de couleurs, ou cette société coloniale, avec des particularités que traduit ou qu'essaie de représenter en 1858 un peintre péruvien qui s'appelle Rodrigo Lasso dans un tableau qui est intitulé L'égalité devant la loi, on comprend assez bien. 1858, c'est l'époque de réformes qu'on appelle les réformes du milieu du XIXe siècle, qui sont des réformes libérales, l'abolition de l'esclavage, l'abolition des statuts particuliers des Indiens, qui étaient encore distingués du point de vue fiscal. Et là, on voit quelques années après ces réformes, 2 servantes, une servante noire, une servante amérindienne, qui jouent avec le señorito, c'est comme ça qu'il est souvent décrit dans l'exégèse de ce tableau, le petit monsieur, le petit maître de cette maison aristocratique liménienne. Ils jouent un jeu de cartes. Et on voit ici les ambivalences précisément de la transformation de ces constitutions, de ces républiques vis-à-vis de leur héritage colonial et impérial, avec ce principe effectivement qui ne sera plus jamais renégocié d'égalité devant la loi, l'idée d'une citoyenneté de tous les libres, quelle que soit leur couleur, et puis évidemment les héritages sociaux et culturels de l'époque coloniale qui continuent à structurer la société et ses différentes pratiques. C'est pourquoi, ce qui est intéressant, je pense, dans ce cadre-là de cette transformation républicaine d'une société coloniale, le critère qui a été adopté pour, on va dire, distinguer la citoyenneté politique n'est pas tellement l'aspect censitaire qui existe dans certains pays, mais en général, le sens est très bas, ou il n'existe pas du tout, ou très, très, très bas, ou il n'existe pas comme dans le Rio de la Plata. C'est un suffrage qui est capacitaire. C'est le fait de savoir lire et écrire qui est déterminant. Donc, si vous voulez, la question de la révolution médiatique, elle est directement engagée dans la question, évidemment, de la définition de la citoyenneté. Une définition de la citoyenneté, évidemment, qui est aussi problématique parce que ce critère capacitaire, il est dérogé souvent tout au long du XIXe siècle. Au Pérou, le fait de savoir lire et écrire est exigé pour les électeurs, mais il est dérogé pendant 10 ans, 20 ans, le temps que les Amérindiens ou que les affranchis apprennent à lire, jusqu'en 1896. Et après,
il s'applique. Il y a des pays qui laissent voter les minorités, comme on disait au début du 19e siècle, de classe et de couleur, jusqu'à la fin du 19e siècle, et qui ne les font plus voter par la suite en appliquant cette clause capacitaire. C'est le cas du Brésil. Le deuxième point, c'est une très grande précarité matérielle. Donc là, on a des coordonnées qui ressemblent à l'Espagne, c'est-à-dire il y a très peu d'imprimeries. Ces imprimeries existent dans les plus grandes capitales, comme Mexico, comme Bogota, comme Buenos Aires. Il y a des espaces entiers qui sont souvent très riches, on va dire très prospères, comme le Haut-Pérou avec les mines du Potosí, qui n'ont pas du tout d'imprimerie jusqu'à la Révolution. Le Chili n'a pas d'imprimerie, la Colombie n'a pas d'imprimerie, le Venezuela n'a pas d'imprimerie. Et ça fait beaucoup d'habitants, des millions d'habitants qui sont concernés par cette absence-là. À quoi s'ajoute le rôle de la distance, des chemins. Il y a 500 lieues entre Buenos Aires et le Potosí. C'est extrêmement éloigné. Donc comment constituer un public quand il n'y a pas la capacité matérielle, justement, où c'est extrêmement difficile, ça prend beaucoup de temps d'acheminer les journaux, les ouvrages, les imprimer. Donc il y a une dimension temporelle qui est extrêmement importante et que les historiens latino-américanistes, ils en tiennent compte énormément. Et vous avez aussi la question de la langue qui est importante dans la question des publics, puisque vous avez beaucoup de populations, non seulement elles ne savent pas lire, mais elles ne parlent pas non plus espagnol. Donc ça pose une question qui s'est posée aux révolutionnaires. Comme vous allez le voir, si j'ai le temps de terminer, parce que je vois que je prends beaucoup de temps. Et puis il y a aussi d'autres points un petit peu plus anecdotiques. Par exemple, quand Camilo Torres, alors je vais citer des noms que vous ne connaissez pas, un révolutionnaire néo-granadin bien connu en Colombie, reçoit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il se plaint beaucoup parce qu'il lui en manque un volume, déjà. C'est très difficile d'acheter les livres, ils sont très chers, ils sont très difficiles à obtenir parce qu'il y a la censure, mais il arrive à les obtenir quand même. Et puis ils sont rongés par des vers tropicaux, el comején. Donc la question de la chaleur, de l'environnement joue beaucoup aussi dans cette matérialité, on va dire, de l'espace de médiation imprimée. Et puis le troisième point qui est important, et sans doute un héritage du monde hispanique, qui est la tension entre les opinions au pluriel et l'opinion au singulier. Alors les opinions au pluriel, c'est celles qui sont exprimées dans les journaux qui sont publiés, dans les pasquins, dans les feuilles à la main qui vont proliférer, effectivement. Donc vous avez des expressions individuelles qui sont très très fortes. Mais il y a une autre définition d'opinion qui désigne non pas, on va dire, la fin d'un processus de délibération, mais son origine. Parce que c'est un monde qui reste référé à une sorte de vérité politique, qui est le reflet de quelque chose de divin. Il y a dans toute situation politique une seule opinion bonne, et c'est pourquoi on doit fixer l'opinion collectivement. Et cette fixation de l'opinion, c'est plus la reconnaissance collective de la bonne décision, de la bonne opinion au singulier, et tous ceux qui ne la reconnaissent pas, dans les moments révolutionnaires les plus durs, sont exilés en général de la communauté politique. C'est pourquoi je dis que l'opinion est à l'origine de la délibération et pas à la fin. Ce que les citoyens assemblés sur les places ou même les publics lisants doivent reconnaître, c'est une sorte de vérité politique qui rend, si vous voulez, difficile, on va dire, l'acceptation de la pluralité des mondes de sens et de valeurs qui est propre au libéralisme, et pourtant on appelle ça des révolutions libérales. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite en revenant, en faisant quelques remarques sur, alors je ne les ai pas mises dans le bon sens, quelques remarques sur, on va dire, la structure de la sphère publique avant la Révolution. Alors cette structure, elle est fortement contrainte, comme je l'ai dit. Elle est fortement contrainte parce qu'il y a une vigilance très forte des autorités, avec évidemment des passe-droits, avec des accommodements, avec des négociations. Le fait que les responsables de la censure sont aussi un peu des bibliothécaires qui ont des collections de livres interdits et qu'ils donnent des licences aux uns et aux autres pour pouvoir lire tel ou tel ouvrage. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien connu. Il y a eu néanmoins des enquêtes de l'Inquisition. À Caracas, il y a des travaux là-dessus en 1778 et une seconde en 1806, à l'occasion d'un premier soulèvement de Francisco de Miranda, qui a essayé de soulever la terre ferme, Caracas.
et la pêche aux livres interdits est assez intéressante parce qu'on voit que la plupart de ces ouvrages sont des ouvrages français, le plus souvent traduits en espagnol, mais pas toujours, et on a la bibliothèque un peu classique quand on pense aux Lumières, Voltaire, Raynal, Montesquieu, Fleury. Il y a aussi Fénelon qui apparaît en 1778. La saisie de ces ouvrages relève d'une accusation qui est assez grave, qui est appelée l'hérésie formelle, c'est-à-dire intentionnelle, externe, qu'elle ne concerne pas le fort intérieur et public. Et en 1806, une nouvelle enquête est donc diligentée à Caracas. Et là, on se rend compte d'un fait qui est assez intéressant, c'est que l'ouvrage qu'on va retrouver le plus souvent au sein de particuliers qui sont de différents groupes sociaux. Vous avez évidemment des gens qui sont des procureurs de la Cour des comptes, des régidors, c'est-à-dire des conseillers municipaux, différentes autorités. Vous avez aussi des domestiques qui font partie de la liste. Le livre qui est le plus lu, c'est La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Et puis à côté de ça, évidemment, Rousseau, Condillac, Robertson, Voltaire, Filangieri et l'encyclopédie qui sont saisis à cette occasion. Alors, bon, tout ça relève, disons, on va dire, de faits qui sont bien connus. Je voudrais juste insister sur le fait que la décennie 1790, et là ça rejoint ce que disait Roberto, va un petit peu changer la donne, dans la mesure où on peut considérer que l'espace que je connais le mieux, donc le nord de l'Amérique du Sud, est une frontière de la Révolution française, au même titre que le Pays Basque, la Catalogne. Pourquoi ? Parce que vous avez une grande partie de l'arc antillais qui est révolutionné à la suite de la révolte des esclaves, de la Révolution française, de ses échos dans la région, de la révolte de 1791 à Saint-Domingue, et d'un ensemble de faits qui sont corrélés justement à ce moment révolutionnaire. Ça peut être des révoltes d'esclaves, ça peut être des conspirations, ça peut être des révoltes fiscales, mais qui font référence aux événements en cours dans les Antilles françaises. Ça peut être des complots, ça peut être des révoltes anti-anglaises, parce qu'il y a la dimension de la guerre aussi qui est extrêmement importante. Et donc, un certain nombre de minorités se soulèvent en appelant en français contre les Britanniques, notamment à la Grenade, par exemple. Et dans ce cadre-là, il y a une sorte de peur obsidionale des autorités espagnoles qui relève de deux catégories principales. Le premier, c'est les papeles sediciosos, les papiers séditieux, et d'origine française ou franco-caribéenne, on va dire. Et le deuxième, c'est les negros franceses, qui ont été par ailleurs étudiés, qui sont considérés comme des agents d'une contagion révolutionnaire extrêmement grave. Et donc, une des thèses que je défendrai volontiers, c'est que dans les années 1790 se construisent des contre-publics qui, évidemment, sont secrets ou discrets, et ces contre-publics vont relier des groupes assez différents les uns des autres, mais qui sont intéressés par les événements de la Révolution française et les textes de la Révolution française qui est en cours à ce moment-là. Non pas qu'ils soient forcément révolutionnaires, mais qu'ils y trouvent aussi des éléments idéologiques, culturels, qui leur permet justement de pousser vers une réforme de la monarchie qu'ils estiment nécessaire. Et pour évidemment les esclaves et les libres de couleur aller vers l'égalité avec les Blancs, et les esclaves, la libération de leurs conditions. Donc ici, vous avez par exemple un texte qui a été traduit par un apothicaire pardo, c'est-à-dire, on va dire noir, mais de couleur de peau basanée, c'est souvent la traduction qui est donnée, en avril 1794, et c'est un texte de Robespierre, le nouveau manifeste de la République française à tous les peuples du monde, le 18 novembre 1797. Donc là, on est un peu dans des pratiques, on va dire, de circulation de manuscrits qui relèvent vraiment typiques des sociétés anciennes, de l'ancien régime. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir la rapidité de la circulation, et sans doute par le truchement de Saint-Domingue, des anti-françaises révolutionnées. Et ce texte va intéresser un apothicaire Pardo, mais aussi des marchands basques,
qui luttent contre l'exclusive coloniale, qui veulent faire de la contrebande de cacao plus facilement. Donc il y a différents intérêts qui sont en jeu. Et ce texte, qui est extrêmement républicain, antimonarchique, est traduit. On relâche à cette époque-là facilement Tomás Cardoso, qui est inquiété parce que c'est un pardo et donc il ne comprend pas ce qu'il est en train de recopier. Et de fait, là, il n'y a pas vraiment de problème. Le problème commence à se poser, et là, on est dans une chronologie inversée avec celle de Roberto. C'est que le cordon sanitaire de Floridablanca, il n'a pas été appliqué en fait dans les espaces coloniaux que j'étudie, que je connais pas du tout. On parle de l'émeute Réveillon, on parle de la prise de la Bastille, on parle de tout ce qui arrive des assemblées révolutionnaires, de la violence populaire. Ensuite, on va parler de la guillotine de Marie-Antoinette, évidemment, de la décapitation de Louis XVI. Et de fait, la fermeture de cette discussion sur la Révolution française, elle se produit lorsque ce personnage, Antonio Nariño, un Bogotan, receveur des dîmes de Bogota, membre du conseil municipal, faisant partie des élites pas particulièrement révolutionnaires, ose pour la première fois traduire et imprimer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc là, vous avez toutes sortes de thématiques sur la modernité du colonial, c'est-à-dire que la première impression des droits de l'homme et du citoyen ne se fait pas en Espagne, elle se fait à Bogota, dans une ville qui fait 20 à 30 000 habitants. Évidemment, ça va déclencher une réaction très, très féroce de la part de l'audience de Bogota, et ça va complètement fermer cet espace de discussion qui passait par l'intermédiaire notamment des deux ou trois du journal, des 2 ou 3 journaux qui étaient publiés. Dorénavant, on ne va plus parler que du quinquennat, des sciences, des serpents, de la géographie, et on ne va plus parler de politique du tout dans cet espace-là. Alors, pour résumer, cette question des contre-publicités que je ne peux pas développer, mais qui concernent des publics divers, ça peut concerner les élites, on va dire, locales, comme Antonio Nariño, qui s'intéresse à ces idées-là. Et disons, vous pouvez me croire peut-être sur parole, mais ce qui les intéresse précisément, c'est l'égalité de droit entre les différents territoires de la monarchie espagnole. C'est plutôt ça qui va les intéresser dans ce qui se passe au cours de la Révolution française. Et puis, vous avez aussi des contre-publics, on va dire, d'esclaves. Alors ça passe par la circulation peut-être de textes, mais aussi d'objets. Vous avez des prisonniers Saint-Domingue qui arrivent sur les côtes du Venezuela, qui arrivent sur les côtes de la Colombie actuelle, qui vont faire transmettre des monnaies, des montres, qui sont considérés, un texte bien connu de l'audience de Caracas, comme des hiéroglyphes incompréhensibles. Voilà, c'est un petit peu ce qui est dit de la Révolution. Et puis vous avez aussi d'autres circulations qui sont peut-être plus amusantes. Alors c'est très long et je vais vous épargner cette lecture, mais on voit que vous avez un jeu des puissances dans l'île de la Trinité qui se trouve à l'est du Venezuela et qui depuis 1797 est aux mains des Anglais. Les Anglais vont publier des déclarations des droits de l'homme, des exemplaires du contrat social, des bulles du pape Pie VI qui excommunie la nation française pour essayer, et puis les lettres d'un Espagnol américain de Juan Pablo Biscardo y Guzmán, un jésuite expulsé en 1767, qui prône l'indépendance, pour les disséminer sur le continent. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction. Alors, je ne sais pas si l'histoire est vraie. Je sais qu'elle est vraie, parce qu'il y a d'autres sources qui recoupent le fait que les Britanniques vont essayer de faire circuler des papiers séditieux au Venezuela, justement pour fragiliser le gouvernement local. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de l'épicier, qui est ici mis en scène par un naturaliste français d'Auction Lavesse. Il faut avouer, ajouta ce créole, homme d'un sens exquis, que les ministres anglais sont aussi perfides qu'inconséquents. Ils nous envoient des écrits démocratiques pour nous inspirer cet esprit, tandis que naguère, ils faisaient la guerre à la France sous prétexte de s'imposer à ce qu'elle établit chez elle cette forme de gouvernement qu'ils veulent en quelque sorte nous forcer d'adopter. Ils sont protestants et ils nous envoient des bulles du pape contre les Français pour nous inspirer de l'horreur pour cette nation. Il faut en vérité qu'ils nous prennent pour une race d'hommes bien stupides pour croire que nous pouvons nous laisser prendre à de tels pièges. Voilà, donc toujours évidemment la circulation d'idées ne vaut pas forcément réception à critique parmi les gens du peuple. Alors, j'en passe à ma deuxième partie sur la révolution autonomiste de 1810,
Et cette révolution autonomiste de 1810, en fait, elle est double. C'est une révolution qui a lieu en Espagne, d'abord une révolution libérale, contre l'occupation française, mais qui va s'acheminer, qui va constituer, former une constituante qui va adopter une constitution libérale, la constitution de Cadix, qui sera promulguée en 1812. D'une part, donc vous avez une révolution libérale en Espagne. Puis du côté de l'Amérique hispanique, vous avez des gouvernements autonomes qui deviennent ensuite indépendants dans l'espace du nord de l'Amérique du Sud, qui commencent à se constituer également en 1810. Et le fait important qui va beaucoup résonner, c'est les deux. D'abord, le décret de la junte, enfin de l'Assemblée constituante, qui abolit le juge des imprimeries, mais avec un certain nombre de limites, évidemment. Et l'article 371 de la Constitution de Cadix de 1812 qui établit la liberté de la presse avec un certain nombre, évidemment, de limites, comme toute loi de liberté de la presse. Et à partir de là, vous allez avoir une véritable explosion. Je vois que j'ai trop... j'ai pas du tout calibré mon truc. Une explosion du nombre d'imprimés. Alors que vous aviez 40 titres périodiques dans toute l'Amérique ibérique pour 13 millions d'habitants, et ces 40 titres périodiques avant 1810, et la plupart de ces titres avaient entre 100 et 200 abonnés, c'était vraiment un public extrêmement restreint, sauf en Nouvelle-Espagne, où vous avez parfois quelques milliers. Aux États-Unis, à la même époque, en 1810, vous aviez 366 journaux pour 7 millions d'habitants, et chaque journal avait 500 abonnés payants en moyenne, donc ça fait un contraste quand même qui est très très important. Vous avez une véritable explosion, donc on a pu compter, de 1810 à 1830, vous avez 360 journaux au Mexique, 230 au Chili, 180 au Rio de la Plata, au Brésil 180, et vous avez, ici moi j'en ai fait le compte, en Nouvelle-Grenade, vous en avez 33 entre Santa Fe, Cartagena, Caracas, qui vont être publiés. Et là, c'est un véritable choc. Alors, ici, vous avez un des acteurs des indépendances qui s'appelle Vicente Passos Canqui, qui est un Amérindien, un curé, qui est polyglotte, qui fait partie de la noblesse indigène de La Paz, qui parle français, anglais, espagnol, portugais, aymara, quechua, et qui écrit très bien le latin également, qui avait été un traducteur important. Et il traduit le choc qui est cette ouverture des 1810, parce qu'il va publier un journal à Buenos Aires. Ceux qui sont nés ont été éduqués dans les pays où l'imprimerie est un art mécanique comme un autre ne peuvent avoir aucune idée des sensations qu'un colon espagnol ressent à la première vue d'une presse imprimée. Pour ma part, bien qu'ayant fait mes études dans le principal collège du Pérou, je n'ai jamais vu de presse imprimée jusqu'à mon arrivée à Buenos Aires, il y a environ 9 ans. Donc ça fait en 1810. Animé par la vision de cette admirable invention, j'ai cru voir dans ses caractères muets les types, la source de cette lumière qui avant longtemps éclaterait et dissiperait les nuages du despotisme qui assombrissent l'horizon de mon pays bien-aimé. Ici, vous avez un discours républicain pédagogique typique qu'il va tenir et qui va vraiment structurer ses positions politiques. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai 3 minutes, je vais aller très vite, je suis désolé, j'ai fait beaucoup de temps pour la contextualisation, mais vous avez une multiplication de petits journaux, souvent de 4 pages. Certains sont des traductions, vous avez une presse d'opinion qui va se diffuser très vite. La Bagatella de Nariño, qui avait traduit les droits de l'homme et du citoyen dans une tonalité extrêmement voltairienne. Vous avez la multiplication des imprimeries qui sont achetées le plus souvent dans les Caraïbes. Et les premiers imprimeurs sont toujours des étrangers, c'est souvent des Nord-Américains, des Britanniques ou des Allemands. Ils ont des noms, Andrés Rodríguez par exemple, qui publie le Correo del Orinoco. Et vous avez évidemment tous les actes officiels qui sont désormais imprimés et communiqués largement. Alors, on a peu d'idées sur le tirage, mais un des points qui reste quand même très structurant tout au long du XIXe siècle de cette révolution médiatique tronquée, on va dire, c'est que, eu égard aux faibles capacités techniques des imprimeurs et des imprimeries qui ont des grandes limites, beaucoup, on va dire, de publicistes, puisque les publicistes naissent à cette époque-là, vont publier aux États-Unis ou en Europe, et notamment en France. Vous avez beaucoup d'ouvrages
en espagnol, une librairie en espagnol qui est publiée en France. Et ça commence à l'époque des indépendances. Ici, le triomphe de la liberté sur le despotisme, un premier écrit républicain de Rocio, et l'histoire de la révolution de Colombie. Je ne vais pas déborder. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans la segmentation, justement, de les limites de cette révolution médiatique, il faut parler des taux d'alphabétisation qui a un gros problème historiographique parce qu'on lit beaucoup de choses et finalement, on est sûr de rien. Donc, sur la Nouvelle-Grenade, j'ai lu que le pourcentage des lisants et écrivants était de 1%. J'ai entendu qu'à Buenos Aires, où j'ai lu en 1830, c'est 40% de la population qui pouvait déchiffrer des ouvrages. Évidemment, il y a une communication par l'oral qui existe. Il faut rappeler qu'au Mexique, à la fin du 19e siècle, il y a 11% de la population qui sait lire et écrire. Donc on a des taux d'alphabétisation qui sont extrêmement, extrêmement faibles. Mais néanmoins, ce qui plaide en faveur justement de l'importance de cette révolution médiatique, et notamment par l'imprimé, c'est le fait qu'un certain nombre de révolutionnaires vont prendre la peine de traduire des proclamations, des constitutions, des déclarations d'indépendance dans ce que les jésuites appelaient les langues générales, qu'ils ont contribué à diffuser en Amérique du Sud, l'aymara, le quechua, le guarani. Et Pasuscanqui, qui par ailleurs a raisonné sur la liberté de la presse et sur l'opinion publique, est un des grands traducteurs. Notamment, il a traduit l'acte d'indépendance de 1816, qui est adopté au Congrès de Tucumán en Argentine. Il a publié en aymara et en quechua pour qu'il puisse être communiqué et lu aux communautés des hauts plateaux andins. Alors, je voulais juste dire que vous avez ensuite on va dire que cette révolution médiatique, il faut l'envisager sur tout le 19e siècle, peut-être. Même s'il y a une sorte de Big Bang en 1810, et c'est beaucoup plus lent, et l'apparition de nouveaux collectifs modernes, en fait, prend du temps, notamment, par exemple, une presse qui est une presse plus populaire, de tonalité socialiste, qui est alors c'est le mot espagnol qui me vient, mais qui est dirigée, qui est destinée, aux artisans des villes. Ça commence en 1838 à Bogota, avec ce titre, El Labrador y Artesano, et c'est surtout les révolutions de 48 qui vont faire que cette presse démocratique, qui met au cœur de ses préoccupations l'idée démocratique, va se diffuser. Vous avez une presse aussi afro-argentine, c'est-à-dire destinée et écrite par des descendants d'Africains, notamment à Buenos Aires. Ce n'est pas le cas partout, mais qui commence seulement dans les années 1850 et qui va prospérer jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, vous avez aussi une presse féminine, mais qui apparaît seulement dans les années 1870. Alors, je voulais terminer sur un des usages importants, parce que avec cette révolution, on va dire, de l'imprimé, apparaissent de nouvelles pratiques politiques qui posent la question, justement, du lien entre révolution médiatique et violence et politisation. Et notamment, une politisation qui n'est pas forcément référée à des publics qui seraient l'addition arithmétique des différents lecteurs, mais qui seraient des révolutions d'un type plus communautaire, plus corporatif, qui engageraient justement la prise de position de collectivités, de communautés. Et c'est typiquement le cas du pronunciamiento. Et le pronunciamiento, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un putsch, c'est le fait qu'une communauté territorialisée, un pueblo en espagnol, va prendre position dans une circonstance donnée, derrière ses autorités, en général, mais pas toujours. Et ces pronunciamientos de pueblo, c'est un phénomène de communication aussi politique, puisque on les imprime pour qu'ils soient diffusés aux autres villages, aux autres communautés, pour qu'ils prennent à leur tour position et pour qu'il y ait des formes d'agrégation fédérative dans le cadre de soulèvements et de révolutions. Alors je m'arrête là, mais c'est aussi un phénomène de nouvelle visibilité. Je voulais terminer là-dessus. Une nouvelle phénoménologie politique, un nouveau régime de visibilité des positions politiques à travers justement l'imprimerie, puisqu'on voit qu'en général, dans tous les pronunciamientos, on a la liste de tous les signataires. Ici, ce pronunciamiento est relativement de Maracaibo et un peu aristocratique, puisque ce sont les différentes autorités qui signent. Mais vous avez des pronunciamientos très
populaires où des gens de petits villages, de petites communautés amérindiennes vont signer, souvent avec une croix. Mais alors là, il n'y a pas de visibilité quand ils signent avec une croix. Mais on met leur nom et ils ont signé avec une croix. Donc il y a voilà, une nouvelle pratique qui découle justement de l'existence d'imprimerie et du fait que, dorénavant, la question de l'imprimerie en politique est fondamentale. Et ici, vous avez une petite discussion à propos de l'abolition de l'esclavage dans la petite ville de Cali, en Colombie, avec un tract, on va dire, abolitionniste en 1847, qui s'appelle « Contrebande de chair humaine » et une réponse des propriétaires du lieu. Donc je pense que j'ai terminé sur mon temps. Je ne conclus pas, je sais que vous êtes fatigués, vous avez évidemment passé une longue journée. Je vous remercie de votre attention.